Eh ben, on va commencer. Alors, bonsoir, merci d'être venu autant à cette présentation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann Uriez, donc je suis développeur Android depuis plus de 10 ans. Entre autres Android, je développe pas mal aussi sur iOS et ces derniers temps beaucoup plus en Flutter. Je travaille pour pas mal de comptes. Aujourd'hui, je suis indépendant, donc je travaille plus précisément pour une boîte ou une autre. Actuellement, je suis lead dev chez Système.U, donc Iris, sur leur projet d'application de magasin. Et je me trimballe sur de l'Android, sur du B2B, du B2C depuis quelques années, avec de très beaux projets prévus pour 2024, et plus des projets personnels. Pour en venir au cœur du sujet, donc vous êtes venu pour en savoir plus sur Android, Android Studio. Mais est-ce que certaines personnes ont connu l'avant Android Studio? Alors, je suis désolé pour vous, je vais vous faire un petit peu peur. Effectivement, il y en a encore qui en utilisent, hein, et il y en a même qui ont réussi à me dire qu'Eclipse, ils trouvaient ça mieux qu'Android Studio. Voilà. Donc heureusement, autour de 2013, justement, Android Studio est devenu officiel, donc comme vous le savez, qui est basé sur IntelliJ, donc qui est développé par JetBrains, avec tout un tas de fonctionnalités. Et Android Studio, chaque année, recueille un certain nombre de fonctionnalités qui sont développées par JetBrains pour la majorité de leurs IDE, avec une grosse portion aussi qui est développée par Google, afin que tout le système Android s'intègre bien dans la plateforme de développement. Sauf que Android Studio a une certaine réputation, très légère. Ça chauffe, c'est gourmand, ça prend beaucoup de mémoire, ça prend pas mal de processeurs. Et pourquoi en fait tout ça? Eh bien tout simplement parce que c'est un IDE qui possède énormément de fonctionnalités. Et je pense que la plupart d'entre vous, et moi-même je pense encore aujourd'hui, n'utilisent même pas la moitié de ces fonctionnalités. C'est extrêmement vaste, c'est extrêmement large. Et l'objectif de ce soir, ça va être de vous présenter certaines de ces fonctionnalités dont vous n'avez pas l'habitude. En tout cas, je vais essayer. On va parler de génération de code avec Android Studio, on va parler de navigation dans le code, comment s'y retrouver dans un projet de, je sais pas, 1000 fichiers par exemple, comment le refactorer, détail important, et surtout, là où Android Studio brille, comment débugger le code. Ce qui nous donne en tout et pour tout l'abréviation GNFD qui ne veut absolument rien dire. Eh bien, allons-y et faisons cramer un petit peu notre PC en parlant d'Android Studio. On va commencer par parler de générer du code. Alors, je vais partir sur des évidences, enfin sur des trucs que la majorité d'entre vous connaissent, je pense, pour commencer. Si je vous parle du raccourci magique, ça parlera peut-être à certains. Un Alt entrée ou un Option entrée. En gros, c'est probablement le raccourci que vous devez utiliser le plus, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas, qui ne le connaissent pas? D'accord, ça me rassure. Je l'ai mis là un peu comme une évidence, mais je pense que pareil, le contrôle espace, vous le connaissez. Je pense que le double tap sur majuscule, vous connaissez aussi, etc., etc. Donc bien sûr, là, ce raccourci étant contextuel, il peut être utilisé à énormément d'endroits. Je ne vais bien sûr pas énumérer tout ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire un sacré paquet de choses. Mais je pense qu'en fait, en l'utilisant très régulièrement, vous vous rendrez compte qu'il est capable de faire beaucoup de choses que vous ne pensez pas, que vous n'imaginez pas, sans rentrer dans les détails. Le raccourci de génération, qui lui aussi est contextuel, qui permet en fonction de l'endroit où vous avez cliqué de vous fournir un certain nombre d'opérations. Pareil, on l'utilise peut-être un peu moins que le raccourci précédent, et pourtant il propose certaines options qui sont très intéressantes, comme l'ajout d'un nouveau constructeur, le fait de pouvoir implémenter une fonction. Alors bien sûr, l'aspect contextuel n'est pas toujours très réussi. Le fait de pouvoir créer une classe de test, même s'il y a des raccourcis dédiés à ça. Et petite chose que vous ne connaissez peut-être pas, si vous avez des tests unitaires avec des données par défaut, dans Android Studio, vous avez de quoi générer du texte par défaut. Ah, j'aime bien entendre ça. C'est le feed with done qui permet de générer Oui, avec un constructeur avec des données par défaut. Je sais pas pourquoi. mais on peut aussi générer du texte comme ça par défaut, ce qui est plutôt pratique pour les tests. Mais ça, c'est que des raccourcis qui sont assez standards. Passons dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez les live templates?
En fait, la plupart, vous les utilisez sans même vous en rendre compte. C'est des raccourcis assez pratiques que vous pouvez activer avec notamment le contrôle espace et qui permettent de générer un code qui correspond aux 10 raccourcis. Eh ben, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà manipulé, voire créé des live templates? Ah, déjà, il y en a un peu moins. Eh ben, en fait, c'est pas du tout compliqué. Il y a toute la documentation qui est fournie sur le site de JetBrains. On fournit une abréviation, donc le raccourci qu'on souhaite taper, la description, et le template avec entre deux symboles de dollars, la variable que l'on souhaite utiliser. Comment ça s'utilise? Prenons par exemple le new instance. New instance, c'est un template qui est très large. Enfin, il y a pas mal de choses. Et on a plusieurs variables. On a un fragment, on a un argument, on a null check. Et si on tape, du coup, notre commande qu'on valide avec entrée, et bien en fait, chaque variable, chaque argument, en fait, va avoir comment dire, son placeholder dans lequel on va pouvoir rentrer les valeurs qu'on souhaite à différents endroits. Et c'est comme ça en fait qu'on peut créer un live template et préciser les endroits où on souhaite que l'utilisateur, en tout cas celui qui exécute la commande, puisse entrer ses données. Et chose qui est peut-être un peu moins connue, c'est qu'on peut avoir la liste de tous ces templates. Si on appuie sur le raccourci Command J ou Ctrl Alt J, on peut avoir l'intégralité des templates disponibles à l'endroit où on fait ce clic. Parce que les templates ont un contexte et peuvent s'activer par contexte. Soit à la création d'une classe par exemple, soit sur une ligne prédéfinie. On va revenir un peu sur les live templates un peu plus loin. Vous allez voir un cas d'usage notamment qui pourrait être assez pratique. La deuxième facette de ces templates, c'est les file templates. Et les file templates fonctionnent à peu près de la même façon, c'est à peu près la même logique de template, sauf que celle-ci permet de créer des fichiers. La variable la plus utilisée là-dedans, c'est la variable name, qui va être le nom du fichier que vous créez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces file templates, il est possible de créer aussi des sous-fichiers. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas créer qu'un seul fichier, mais plusieurs. À peu près autant que vous voulez, à peu près, en vrai. Un exemple plus concret, je vous ai montré vous avez entrevu juste avant le Kotlin Class with Interface. Donc ça, c'est un file template que j'ai créé et qui va générer deux fichiers. En l'occurrence, la classe et le template à partir du nom que je vais lui placer. Donc là, je crée mon my new class. Il va me créer deux fichiers. Donc le premier, my new class, qui hérite, que je fais automatiquement hériter de I, my new class. Et l'interface, donc le fichier d'interface qui va avec, qui a déjà directement le bon nommage. Et ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir plein d'autres. Après, c'est vous d'imaginer, de réfléchir un petit peu à tout ce qui peut être fait. J'ai une question, si je peux. Oui. Sur les live templates, on peut les sauvegarder au niveau projet? C'est sauvegardé au niveau global de Android Studio. C'est pas propre à un projet, c'est propre à votre. C'est partageable, c'est exportable. Oui, mais on ne peut pas le persister sur un projet de Non. par exemple, la génération de tel ou tel modèle. Non, il n'y a pas de. En tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas de fichier qui permettent de le partager sur Git, par exemple. La petite astuce, parce que je parlais beaucoup de raccourcis, mais forcément, des raccourcis, ça prend un peu de temps à exploiter, à apprendre. Il y a un plugin qui existe sur Android Studio. Je vais aussi parler de beaucoup de plugins pendant la présentation, qui s'appelle Key Promoter X, et qui va vous afficher ces petits prompts, ces petits messages quand vous allez utiliser régulièrement, manuellement, certaines fonctionnalités d'Android Studio. Et il va vous préciser à chaque fois le raccourci qui permet d'activer cette fonctionnalité. Et c'est un bon moyen de s'entraîner à développer des habitudes, à développer l'utilisation des raccourcis au sein d'Android Studio. Voilà, la petite astuce. Passons à l'étape suivante. Maintenant qu'on voit à peu près comment générer du code, on va voir comment naviguer dedans. Et là, je vais faire appel à votre expertise et je vais vous demander comment on peut faire. Dites-moi quel est le raccourci, par exemple, pour afficher les arguments dans une fonction ou dans un constructeur. Commande P. Commande P, exactement. Ou CTRL P sur Android, sur Windows. C'est un raccourci qui n'est pas forcément si connu que ça. Enfin, d'un projet à l'autre, je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas tant de monde que ça qui le connaissent, alors que pourtant il est extrêmement pratique pour savoir, par exemple, si une fonction a une surcharge ou si un constructeur a un constructeur secondaire. Allez à la source, celui-là vous le connaissez, je pense. Commande B, CTRL B. Effectivement, celui-là, il est très utilisé également. Je vous le passerai rapidement parce que je pense que vous le maîtrisez.
Par contre, le retour arrière-avant en raccourci, donc la petite flèche arrière, petite flèche avant, celui-là il est un peu moins connu, je pense. Et il est très très pratique, notamment quand on fait du commande B ou du contrôle B. Contrôle gauche. Ah, on est pas mal. On est pas mal. C'est contrôle Alt flèche ou commande option flèche. Et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que vous verrez que c'est extrêmement pratique quand vous faites une recherche de bug par exemple, que vraiment vous vous enfoncez dans l'arborescence de votre code parce que ça vous permet de faire des allers-retours assez facilement. Ça permet de revenir d'un fichier à un autre, c'est ça? De revenir vraiment précisément à la ligne. En fait, ça permet de remonter l'historique de ta navigation, Ok, pas en fichier. Et c'est pas un pointeur, quoi, au pointeur. Ouais, C'est ça. ton carré En gros, a si par exemple tu as fait un commande B sur une ligne, tu as ouvert le fichier suivant, si tu fais retour arrière, en fait il va te remettre à la ligne où tu as fait commande B. Ok. C'est pas ce qu'on Et avait ça- avant sur Oui, c'est ça. Si, c'est exactement la même chose. Ils l'avaient en haut avant et ils l'ont viré. Ah ouais, Du coup, maintenant, si tu le veux, tu dois le faire par shortcut. Ah ouais, d'accord. Je serais un peu perdu. Non, mais Les c'est anciens là-bas. qui sont dispo, tu peux les rajouter. Ah, juste j'ai pas dans pensé. Alors, volonté, ce que tu mets dans ta barre. Ok, parce que j'ai pas compris ça, le bac, je vais enchaîner un petit peu, Ah ouais. s'il vous plaît. On pourra en reparler après si vous voulez des détails. Pas ma souris, bah, c'est pas cool. Est-ce que vous savez comment changer d'onglet? Contrôle Tab marche effectivement, mais pas que. Alors tout simplement avec un Alt flèche, ça marche également très bien. Option flèche sur Mac existe aussi. Par contre, attention, parce qu'il y a des raccourcis qui sont pièges sur Mac, sur Android Studio, qui activent également des raccourcis de Mac lui-même. Donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à aller dans la keymap et changer les raccourcis. Voilà, c'est le petit... Alors celui-là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait grand monde qui le connaissent. Changer de projet. Majarobase Non, ou Shifterbase non plus. Alt-Tab, ça peut marcher. Moi, je vous conseille Alt F4, ça marche aussi très bien. Non, en fait, c'est un raccourci qui n'est pas très connu. Hein? Il l'a dit? Ah, j'avais entendu pas, mais j'ai pas entendu le... Ah, double, ok, autant pour moi, je ne l'ai pas entendu. Donc oui, effectivement, si vous êtes sur plusieurs projets à la fois, vous pouvez totalement passer de l'un à l'autre avec ces raccourcis-là. Et il y a l'équivalent pour le précédent avec la braquette opposée sur Windows ou avec Maj plus le tilt sur Mac. Ça marche aussi sur Chrome, je crois. Si tu as plusieurs fenêtres Chrome ouvertes. C'est possible, j'ai jamais testé ça par contre. D'accord, mais je le retiens. Je le retiens. Donc là, on était sur les raccourcis de navigation assez basiques, quelques-uns qui sont un peu moins connus que d'autres. Mais est-ce que vous connaissez les bookmarks? Est-ce qu'il y en a qui les utilisent déjà? Vaguement. Pourtant, ça peut être quelque chose d'assez pratique. Donc bookmark, vous connaissez peut-être l'onglet parce que vous l'avez peut-être déjà ouvert par accident et tombé sur cette vue-là. Bon, normalement, la vue, elle est vide si vous n'avez rien programmé. Et bien, les bookmarks, c'est simplement un moyen de se rendre à un point précis de votre code. Vous ouvrez le fichier et l'emplacement précis, la ligne précise que vous avez spécifiée. Ce qui peut être très pratique, notamment sur certains fichiers, au pif, bulk Gradle, Android Manifest, string.xml. Voilà, on a des fichiers finalement qu'on ouvre très souvent, et ça peut être intéressant d'avoir des raccourcis qui nous permettent de les retrouver. Donc pour créer un bookmark simple, c'est assez facile, en fait, on appuie sur F11 ou F3. Alors attention parce que les raccourcis sont très différents là pour le coup sur les bookmarks entre Windows et Mac. Pour créer un bookmark mnémonique, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un bookmark mnémonique? C'est avec des numéros, effectivement. C'est à peu près la même chose, mais on rajoute contrôle ou option. Et on peut ajouter une lettre également. C'est pas forcément qu'un chiffre. Justement, tu parlais des buts point Gradle, c'est quand on a je sais pas combien de modules, et en fait, dans l'arborescence, là, ils se mettent tous à côté, ils s'appellent tous build.gradle. Et Ce genre de cas où ça peut être très pratique, effectivement. Pour afficher les bookmarks, donc pas forcément le menu qu'on a sur le côté, mais directement la liste de tous les bookmarks en tant que raccourci, un peu comme on ferait avec un double tap sur Maj. En fait, voilà, on a une petite fenêtre qui s'affiche et qui nous fait une preview des bookmarks qui nous intéressent. Et si on double-clique là-dessus, bien sûr, ça ouvre le fichier correspondant. Et tu peux pas le faire de la
fais, je sais pas, commande O et que tu commences à taper le nom, tu peux pas avoir le bookmark qui sort de cette façon. Pas ma connaissance, je crois pas. D'accord. Il me semble pas. C'est vrai, Et quand tu commences en à fait, avoir- quand tu commences à en avoir dans, beaucoup, ça dans fait- cet écran-là, tu l'as pas. Par contre, tu l'as dans l'onglet. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, mettons que t'en as 30, Oh là. ça devient un peu compliqué à. Est-ce que quelqu'un a la télécommande de la télé? N'importe. N'importe. Ouais, appuie sur une touche, voilà. Un des gros avantages, notamment de tout ce qui est chiffré ou avec lettres, en tout cas surtout de ce qui est chiffré, si vous avez vraiment des trucs où vous voulez pouvoir y accéder très rapidement, sans même passer par le menu Bookmark, eh ben vous pouvez tout simplement taper CTRL sur les deux pour le coup, CTRL Windows ou CTRL Mac, et en faisant CTRL, en fait, bon là je passe du 1 au 2, si vous voyez un petit peu, au 4, puis après au 6. Et ce, sans passer du tout par le menu Google. Vous ne voyez pas la souris et tout. C'est juste le raccourci qui permet de faire ça. Et juste avec un petit raccourci comme ça vous permet d'accéder directement à ces fameux fichiers qu'on ouvre tout le temps. Et c'est plus anecdotique, mais on peut également setter directement ces bookmarks mnémoniques avec des raccourcis sur la ligne. Voilà. Généralement, on va le faire nous-mêmes. S'il y en a qui sont fans d'autres IDE, je pense à VS Code par exemple, ou même des IDE un peu plus standards, enfin pas forcément, qui sont plus génériques souvent, vous avez un petit plugin qui s'appelle CodeGlance Pro, qui n'est pas payant malgré le mot pro, et qui vous permet d'avoir cette petite fenêtre sur le côté avec le dézoom de votre code, de votre classe. Si vous avez une classe qui est assez longue et avec une coloration syntaxique bien suffisamment claire, ben, en fait, ça vous permet de naviguer un peu plus facilement dans ce code-là. C'est le petit bonus. Et autre petit bonus, Rainbow Bracket. Bracket qui veut dire appareil dentaire d'ailleurs, en anglais. J'ai découvert ça en cherchant un peu la trad. Qui vous permet d'avoir une coloration syntaxique sur les accolades, mais aussi, selon votre configuration, sur les crochets, sur les parenthèses, sur voilà, tout ce qui est ouvrant-fermant. Les chevrons aussi. Voilà. Donc pour la lisibilité, c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable. Voilà. On est maintenant sur le refactoring. Et là, normalement, ça devient plus intéressant. Naviguer, c'est bien drôle, mais refactorer, oh, là. Alors celui-là, est-ce que vous connaissez comment déplacer une ligne sans faire de copier-coller? Contrôle flèche. Ouais. Contrôle maj et les flèches. Donc, et là, je le fais qu'avec une seule ligne, mais ça marche bien sûr avec un bloc de code. Vous pouvez totalement surligner tout un bloc de code et déplacer de cette manière aussi. Et on peut être au début ou à la fin de la ligne, ça change rien? Oui, peu importe où tu te trouves. Extraire en méthode. Il faut faire gaffe parce que des fois, il crée des bugs, etc. Et il déplace pas forcément bien le code. Ouais, faut rester très vigilant parce que des fois, il va venir déplacer des choses qui ne devraient pas être déplacées. Il reste dans le scope, je crois, tu peux pas trop rentrer dans un scope. Je crois Oui, si tu es dans le scope d'une fonction, il va rester dans le scope de la fonction la plupart du temps. Et par contre, si tu déplaces une fonction entière, bah, ça va rester dans le scope de la classe et la classe dans le fichier. Voilà. Enfin, en gros, ça reste dans le scope. Sauf quand ça bug. Par contre, en dessous d'une fonction, si tu as des blocs, par exemple, ça, par contre, ça va aller bypass. Extraire en méthode. Pareil, un truc qui est assez pratique quand vous voulez refactorer votre classe et que vous avez une fonction de 150 lignes. Et ça existe aussi avec un petit raccourci. Mais oui, sinon, clic droit, refacto et extraire en méthode, ça marche aussi très bien. Un autre truc qui marche aussi très bien, c'est la même chose pour les variables. Et pour les variables, en plus, ça vient avec un petit bonus, c'est que si une valeur se répète, il va automatiquement nous proposer de tout regrouper dans la même variable. Et c'est très pratique. Alors celle-là est peut-être un peu moins connue, c'est entourer avec. Alors c'est une fonction c'est un raccourci un peu fourre-tout parce que ça va ouvrir une pop-up avec plusieurs options. Donc la première option en fait c'est tout simplement, le raccourci étant CTRL-T ou commande option T, on entoure un bloc de code et on va pouvoir le mettre directement dans un if else ou dans un run.
Et run, après, vous remplacez le mot run par ce que vous voulez. Si par exemple, vous utilisez des coroutines et vous voulez mettre tout ça dans un bloc avec un launch, c'est possible. Et j'ai vu qu'on peut mettre des live templates aussi. Je vais y venir. Ah, ça c'est intéressant. Un autre truc, alors ça va me permettre de présenter une autre fonctionnalité d'IntelliJ, mais pas que, c'est les régions. Donc on est toujours sur le même raccourci. Le 7 et le 8 en fait va vous permettre d'utiliser deux formats de régions. Les régions, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des blocs de commentaires qui vont vous permettre dans l'IDE de venir collapser, de venir réduire votre code. Ce qui permet de lui assurer une certaine lisibilité, et autant dans le code source, ce n'est pas forcément ultra utile, autant dans les tests unitaires, si vous êtes toujours en GNU 4 et que vous n'avez pas les groupes de tests, et que vous avez envie de vous y retrouver dans des classes de tests qui sont parfois trop longues, ça peut se révéler très très pratique. Ça peut marcher également dans le manifeste, ça peut marcher également dans le build Gradle. Si vous avez des fichiers à rallonge de façon générale et que vous avez envie de vous y retrouver un petit peu, c'est extrêmement utile. J'ai pas encore parlé de compose. C'est quoi la différence entre les deux là, que t'as montré Alors oui, la différence entre les deux, en fait, ça fait exactement la même chose, sauf que c'est un style d'écriture qui existe aussi dans d'autres IDE. En l'occurrence, le premier que je vous ai montré, c'est l'ancien style qui fonctionnait notamment avec NetBeans. Est-ce qu'il y en a qui ont connu? Ça existe encore. Et le deuxième, il fonctionnait avec Visual Studio. C'est quoi le premier deuxième, c'est quoi? Région? Le premier, c'était Editor Fold. Voilà. Et le deuxième, c'est Région and Région. Voilà. Donc avec Compose, c'est pareil. On a également des raccourcis. Hop, je vous les montre vite fait. Ce qui est intéressant, c'est que ces raccourcis, en fait, on peut mettre un widget, on peut mettre row, on peut mettre colonne. Mais c'est quand même dommage, on n'a que ça. Mais ça tombe bien, on est dans une catégorie qui est appelée Live Template. Tiens donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Ben, on va aller voir parce que l'IDE est gentil, il nous propose de configurer directement les Live Templates à partir de ça. Et il se trouve, alors ça c'est un peu caché, c'est très mal expliqué, mais que si vous créez un template avec le mot-clé sélection, avec la variable sélection en majuscule, il se rajoutera automatiquement à cette liste de templates qu'on peut entourer. Et on peut faire un paquet de choses avec, du coup. Et notamment, par exemple, vous pouvez entourer, si vous voulez faire une boucle parce que vous vous rendez compte qu'en fait c'est un tableau et non plus un truc seul, bah, vous pouvez le faire. Si vous avez d'autres widgets ou d'autres composants en compose à intégrer, vous pouvez, etc., etc. Là, pareil, c'est une question d'imagination. La sélection multiple. La sélection multiple, alors celle-là, je pense qu'il y en a certains qui la connaissent. C'est le fait de pouvoir sélectionner plusieurs lignes à la fois. Et ça, c'est un exemple de cas d'usage où ça se révèle extrêmement pratique. Si vous avez par exemple tout un jeu de données, imaginons par exemple ces variables-là, je les extrais d'un fichier JSON. J'ai envie de créer une data class avec, mais je n'ai pas envie de passer par un plugin qui me fait ça automatiquement et tout. Et bien, je peux totalement faire ça. Derrière, je peux naviguer également sur l'ensemble de ces lignes. Donc, si je sélectionne plusieurs lignes d'un coup, bon, les raccourcis, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est soit appuyer sur la molette de la souris, soit si vous n'avez pas de molette, appuyez sur Alt ou Option et après utiliser le curseur directement. Et voilà. Et en fait, on peut se déplacer en début, fin de ligne avec ces raccourcis-là, ce qui nous permet de pas mal naviguer un peu partout. On peut aussi se naviguer case par case. Et case par case, ça nous permet également de surligner un ensemble de mots sur ces lignes-là. Par exemple, là, je peux surligner l'ensemble de ces mots-là et les mettre directement en tant que paramètre par défaut, par exemple. Ça n'a pas tellement d'utilité ici, mais on peut avoir des cas de figure où ça peut se révéler pratique. Pareil, ça peut être extrêmement utile pour la génération de données par défaut dans les tests unitaires, par exemple. Ou aussi, si on passe d'un format à un autre, bah, on peut par exemple mettre une virgule par défaut à la fin, etc., etc. Et un plugin qui se révèle très utile avec ce genre de fonctionnalité, ça va être le plugin String Manipulation, qui permet de faire énormément de choses. Je ne vais pas tout vous montrer, qui va permettre de gérer l'échappement, qui va permettre de gérer aussi potentiellement l'encodage. Vous pouvez transformer des strings en base 64 d'un seul coup, sans passer par un site internet qui va vous le faire. Pareil, qui va vous permettre de changer la casse de votre variable, de votre string, etc.
Ça va vous permettre d'incrémenter par exemple une liste de nombres, ça va vous permettre d'ordonner sur l'ensemble de vos éléments les différentes variables par ordre alphabétique, par ordre ou de les mélanger même, si vous voulez, de façon aléatoire. Voilà, il y a énormément de fonctionnalités, je vous recommande vraiment de l'installer parce qu'elle est extrêmement intéressante et ça va vous permettre d'éviter d'avoir à chercher sans arrêt comment transformer la casse, ou si vous avez un formatage par exemple à faire. C'est natif, c'est déjà sur Android Studio. Non. Le casse, si. Je crois que c'est comment on nage U. Ouais, c'est ça. Upper et si Oui. tu cliques plusieurs Alors fois, pour celle-là, mais descend, pour tous les autres formats, Oui, en fait, oui, clairement. oui. Mais effectivement, il y a pour ce format-là, ça existe. Imaginons maintenant la situation suivante. Vous êtes en train de faire du copier-coller en vous disant que vous pourrez recoller plus tard votre truc, sauf que vous faites plusieurs coupés ou copier d'affilée. Et vous vous rendez compte après coup que vous avez pu ce que vous aviez collé. Heureusement, dans l'IDE, il y a un historique de ce que vous avez copié. Et vous avez dans cet historique l'ensemble de ce que vous avez copié ou coupé. Et vous pouvez le remettre directement grâce à ça. Le problème de ça, c'est que dès que tu changes dès que tu vas sur autre chose, tu t'imagines que ça peut fonctionner Oui. de la même façon. Moi aussi, j'ai ce problème-là sur Google Chrome, sur Word. Enfin, je me dis, mais pourquoi je fais pas ça? Donc ouais, c'est un peu biaisant. Local History, j'en parle rapidement parce que je pense que vous savez à quoi ça sert. La plupart du temps, on préfère Git de toute façon. Mais si vous êtes en cours de développement, que vous n'avez pas commité parce que vous avez une politique de commit qui fait que, le Local History est un bon outil pour pouvoir revenir sur une version très antérieure ou tout juste antérieure parce que vous avez fait une bêtise ou que voilà, c'est très utile. On arrive sur la dernière partie, la partie intéressante. Jusque-là, j'espère que c'était intéressant quand même. Non, mais il faut bien que je vende la suite. On va parler de debug et on va commencer par l'outil de debug qu'on utilise tous, le plus logique, le Logcat. Mais on va parler du Logcat V2. Et ça, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec le Logcat V2 et à quel point vous utilisez les options qu'il apporte. C'était compliqué au début. Quand il arrive. Ouais, la transition de l'un vers l'autre, elle n'est pas évidente. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut globalement pas mal le configurer, on a pas mal de formats possibles. La plupart du temps, moi par exemple, j'utilise le format compact parce que sinon, en fait, en termes de lisibilité, c'est pas terrible. Mais voilà, on peut changer ce format, on peut changer l'affichage, etc. Mais on peut faire tout un tas de choses. Par exemple, dans l'ancienne version de Logcat, on pouvait filtrer par tag. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais l'avantage, c'est que plus compliqué veut dire aussi plus versatile, plus puissant. Effectivement, là par exemple, j'ai deux tags, tag 1 et tag 2. Voilà. Ce tag 2, il est un peu moche, il dit des bêtises. Donc si je mets un moins devant, en fait ce tag 2 disparaît complètement de mes logs. Et je peux également utiliser des expressions régulières ou des mots-clés de recherche avec le petit symbole tilde qu'on a derrière le mot-clé tag. Ce qui permet de pas mal chercher dans les logs, si vous faites du printf un peu partout et que vous avez une masse de logs comme ça, ça va permettre d'aller chercher un petit peu plus finement. Cette syntaxe existe pour tag, elle existe aussi pour les messages, bien sûr, si vous n'utilisez pas les tags. Ce qu'on a perdu également par rapport à l'ancien Logcat, c'est que ça devient moins évident de filtrer par niveau de criticité. Et ça, en fait, est tout simplement le mot-clé level avec derrière verbose, debug, info, etc. etc. Pareil, un autre qui est très utile, c'est vous cherchez un crash parmi une myriade de logs. Et parce que votre application est très bavarde, vous avez directement l'option is stack trace ou is crash. La différence entre les deux, c'est qu'une stack trace n'implique pas forcément un crash de l'application. Mais ça vous permet d'afficher toutes les stack traces ou les crashs qui ont eu lieu pendant l'exécution de votre application. Un petit raccourci assez pratique et ça n'affiche pas du coup toutes les erreurs, si vous en avez d'autres. Si vous avez un ordre d'idée également de quand remonte, si vous avez une grosse stack de logs parce que vous avez exécuté longtemps, vous pouvez toujours aller voir un peu plus loin, remonter 10 minutes, 15 minutes plus tôt et n'afficher que ceux-là et pas les plus récents. Et vous pouvez le faire dans le sens inverse aussi. Avec le petit moins, vous pouvez également masquer ce qui est le plus vieux. Et le petit outil pratique également,
Si vous devez prendre des captures d'écran, on doit régulièrement prendre des captures d'écran pour un peu illustrer nos développements, voire même peut-être pour les démos, et ben en fait le Locat vient directement avec un outil de snapshot, qui soit juste snapshot d'écran ou carrément vidéo de l'écran, et il peut se tenir à jour avec une recapture régulièrement, et surtout il peut faire un copy to clipboard. Donc si par exemple demain vous devez envoyer une capture d'écran à votre responsable ou à votre UX designer, bah, vous n'avez même pas besoin de créer un fichier, vous pouvez juste l'avoir dans votre presse-papier et l'envoyer directement par Slack, par Discord ou par n'importe quel outil de communication que vous utilisez. Donc un outil en termes de screenshot qui est très pratique et bien sûr qui marche avec les émulateurs comme avec les devices réels. Ah, les breakpoints. Les breakpoints, je pense que vous savez tous ce que c'est. Par contre, si je vous parle de breakpoint conditionnel, imaginons que vous êtes dans une boucle. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans la situation où on fait avancer, avancer, avancer en boucle, jusqu'à ce qu'on arrive au point avec l'état qui nous intéresse. Et bien, le breakpoint conditionnel, c'est très pratique parce que ça a le contexte des variables qui sont utilisées dans la fonction où vous êtes. Et avec ce contexte-là, en fait, vous allez pouvoir lui dire je veux que tu t'arrêtes uniquement si cette condition est remplie. Là, par exemple, sur une boucle de 1000 items, je ne vais pas faire 1000 fois le truc jusqu'à arriver à... Je ne vais pas faire 200 fois mon truc jusqu'à arriver à 200. Il va s'arrêter qu'une seule fois et il va s'arrêter quand index égale 200. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans les conditions. Mais il y a quelque chose d'encore mieux que les breakpoints conditionnels. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des breakpoints qui suspendent votre exécution. Vous pouvez totalement les remplacer par un log. Et donc, vous savez, tous ces println que vous mettez dans votre code et que vous devez supprimer par la suite avec un revert ou voire manuellement, eh ben, vous n'en avez pas forcément besoin parce qu'avec des breakpoints, avec evaluate et log, vous pouvez totalement avoir ça sans polluer votre code et après, vous avez juste à supprimer tous ces breakpoints. On arrive sur la fin. C'est bon. Le Layout Inspector, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais est-ce que vous savez que depuis une certaine version d'Android Studio, on peut l'afficher en 3D. Et donc quand vous avez un écran très complexe et que vous ne savez pas trop qu'est-ce qui se superpose sur quoi, c'est très pratique. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que vous pouvez également masquer les éléments qui ne vous intéressent pas, pour n'afficher que la bribe de votre écran qui vous intéresse. Et vous pouvez le faire de pas mal de façons différentes. C'est pas montré, mais vous pouvez également sauvegarder ces morceaux-là. Vous pouvez totalement créer un fichier de snapshot qui enregistre en 2D ou en 3D d'ailleurs, parce qu'en fait il enregistre les deux à la fois sur un fichier qui est complet avec toutes les informations qu'il faut, et le réutiliser plus tard si vous voulez faire un comparatif. En parlant de comparatif, un autre outil pratique, c'est si vous voulez comparer votre écran avec, admettons, la maquette de votre UX designer ou de votre UI designer. Et bien en fait, vous avez cette petite option en haut qui vous permet de superposer, d'avoir un overlay par-dessus votre écran et qui vous permet de comparer les deux pour voir par exemple si la fonte est identique, pour voir si le positionnement est bon. Là par exemple, on voit qu'il y a un léger décalage, donc le petit bouton qui se trouve là, load overlay juste là-haut. Et si vous êtes vraiment au pixel près en termes de correspondance avec vos designs, ça peut être un bon moyen justement de savoir si ça matche bien. Alors bien sûr, par contre, il faut que les ratios d'écran soient similaires. Mais ça peut se faire avec un émulateur configuré spécialement pour l'occasion. On connaît beaucoup le Layout Inspector, mais un truc qu'on connaît moins, c'est le Layout Validation. Layout Validation qui est un outil assez pratique pour voir par exemple comment notre écran, notre fichier Layout se comporte d'un écran à l'autre. Par exemple en mode smartphone ou Wear OS. Il permet aussi de comparer, si vous avez plusieurs langages dans votre projet, comment se présente cet écran dans les différents langages. Par exemple, si en allemand, par exemple, si ça dépasse. Si vous faites de l'accessibilité pour les malvoyants, vous avez également les différentes pathologies qui sont représentées dans ce comparatif, ainsi que pour les personnes qui ont du mal à lire les petits caractères, la possibilité de voir les différentes tailles d'écran configurables avec Android. Et je ne vous l'ai pas montré dans cet exemple, mais vous pouvez également faire votre propre configuration et dire par exemple, je veux pouvoir voir en parallèle le Galaxy S3, le dernier Pixel 7, etc. et voir différentes configurations en même temps pour voir facilement si vos layouts répondent bien aux différentes tailles d'écran. Je vais passer très rapidement parce que je pense que vous les connaissez et que vous les utilisez sans doute très peu. Profilage mémoire. Qui a déjà utilisé le profilage mémoire dans un cas réel? Ah, plus que ce que je pensais, d'accord, c'est bien.
Je T'as passe. la conf de Robin. Je passe très rapidement dessus parce que c'est un vaste sujet et que ça me nécessiterait d'expliquer tout ce qui est fuite mémoire et tout. C'est un outil très complet qui possède beaucoup d'options. Notamment si vous cherchez à essayer de trouver les fuites mémoire que vous avez avec le contexte Android. Soyons honnêtes, les fuites mémoire, c'est généralement contexte Android, dans la majorité des cas. Ou sur des calculs d'image aussi, ça peut arriver. Vous avez la même chose avec le profileur pour le processeur, où là vous allez avoir l'avantage d'avoir l'ensemble des threads qui sont ouverts et de permettre de profiler quels sont les threads qui prennent le plus de pourcentage si vous avez des ralentissements. Pareil, je ne vais pas rentrer trop loin dans le sujet. Et après, on a les explorers. Alors, les explorers, on en a trois. On a le Database Inspector, Network Inspector et Background Task Inspector. Database Explorer, très pratique. Quand vous connectez un appareil, un émulateur ou un vrai device, vous pouvez voir le contenu de la base de données de cet émulateur. T'as aussi le work manager, non? Il est pas là-dedans. C'est le Background Task Inspector. Ah, c'est ancien. C'est là-dedans. Et du coup, la base de données, vous pouvez voir son contenu, vous pouvez modifier son contenu. Par contre, ça ne marche qu'avec du SQL. Et si vous êtes en Realm par exemple ou avec une base NoSQL autre, là, va falloir utiliser d'autres outils. Mais déjà, pour tout ce qui est SQL, ça fonctionne. Network Inspector, ça je pense que pareil, la plupart d'entre vous ont très vite appris à l'utiliser, parce que dès qu'on communique avec une API et qu'on cherche à savoir est-ce que c'est le mec de l'API qui a tort ou est-ce que c'est nous qui avons tort, globalement, soyons honnêtes, on l'a tous fait. On va utiliser ce Network Inspector pour aller voir notamment, par exemple, le contenu de nos web services. C'est très pratique parce qu'effectivement, si on surligne un des services, une des réponses en fait, qu'on reçoit d'un service, on peut aller voir le contenu. On peut aller voir la requête qu'on a envoyée aussi. Et en debug, c'est extrêmement utile. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez également modifier le contenu dynamiquement de ces requêtes? Vous pouvez créer ce qu'on appelle une règle, une rule, qui permet, quand il détecte un certain type d'appel, de modifier le header, le ou les headers, ainsi que le body, le contenu qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, là je dis, je veux que tu me recherches nul et que tu me le remplaces par double crochet pour dire c'est un objet vide. Alors bien sûr, il y a des cas de figure qui sont beaucoup plus intéressants que ça, mais ça vous permet de vérifier un comportement si par exemple votre API n'est pas encore tout à fait prête et que vous souhaitez que ça renvoie le bon booléen que vous attendez, le bon enum que vous attendez, etc. etc. Donc ça, c'est assez pratique également. Et le petit dernier, du coup, le Background Task Inspector. Donc oui, effectivement, c'est pour les work managers, ça ne fonctionne qu'avec les work managers, à ma connaissance. Et ça permet de voir l'enchaînement notamment de vos workers et toute leur complexité. À l'exécution, c'est très pratique. Ça ne se voit pas sur cet écran, mais vous pouvez aussi voir les paramètres d'entrée de chacun de ces workers, ainsi que les paramètres de sortie, ainsi que le résultat, de savoir si en fait ça a bouclé, savoir si ça a fail, etc., etc. Donc quand vous travaillez avec des workers, c'est extrêmement utile. Enfin, un petit dernier pour la route, un dernier petit plugin. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais quand vous faites du debug, c'est extrêmement utile. C'est ADB IDEA. ADB IDEA, c'est un plugin qui va vous permettre de faire ces fameuses opérations que vous faites parfois manuellement, de reset de données ou de désinstallation de l'application sur le device sur lequel vous travaillez, ou de redémarrer en ayant nettoyé les données. Si par exemple vous avez une base de données, vous testez un cas de figure particulier, mais du coup vous avez une donnée qui est persistée maintenant et vous devez recommencer de zéro en réinitialisant complètement l'application. Et bien ce petit plugin en fait est très utile parce qu'il vous fournit un ensemble de raccourcis qui vous permet de le faire très rapidement. Et c'était tout. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop fait flamber le cerveau, il y avait beaucoup d'informations, j'espère pas avoir trop dépassé.